Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Vous n'avez pas pu louper l'info. Zoran Mamdani, 34 ans, fils d'immigrés ougandais d'origine indienne, militant socialiste et figure de la gauche américaine, a remporté mardi 4 novembre dernier la mairie de New York City. Une victoire arrachée contre les campagnes de dénigrement, contre les élites et même contre une partie de son propre camp. Son adversaire, Andrew Cuomo, battu quelques mois avant à la primaire démocrate, s'est maintenu malgré tout et a même reçu le soutien de Donald Trump. Cette victoire de Zoran Mamdani marque un tournant. Le nouveau maire de la plus grande ville des États-Unis souhaite mettre le logement, la santé et la dignité des personnes au centre de sa politique. Il devra néanmoins faire face à l'hostilité farouche de l'administration Trump et sans doute aussi de l'aile dite modérée du Parti démocrate. Autant vous dire que ce n'est pas mince affaire. Pendant ce temps, le shutdown continue et plonge des millions d'Américains dans une grande précarité. Comment le pays va se sortir de cette impasse politique alors que de plus en plus de fonctionnaires, au chômage ou pas payés du tout, doivent recourir à l'aide alimentaire? On parle de tous ces sujets tout de suite dans Du côté de chez Sam. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette émission. Je suis donc en compagnie de Claire Rabès, consultante et militante démocrate, spécialiste de la politique américaine. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Tristan Cabello, quant à toi, tu es historien, spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Salut à vous deux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous demander comment vous avez réagi tous les deux dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin en voyant les résultats de l'élection municipale à New York. Claire, je commence par toi. Moi j'étais très enthousiaste, mais pour le coup, moi je veux entendre Tristan parce qu'il a été dans la campagne, donc je vais lui laisser la primeur de la réaction. Oui, je te la renvoie. Oui, non, mais alors j'étais pas vraiment dans la campagne, disons que j'étais sur le terrain. Et oui, c'est-à-dire que les derniers jours de la campagne, quand même, ici, ont été très violents. Ils ont été très violents de la part de Andrew Cuomo, qui était donc le perdant de la primaire, le démocrate qui avait donc l'étiquette d'indépendant. Beaucoup de spots publicitaires. Il faut dire que tous les milliardaires new-yorkais, Bloomberg, Ackman, avaient ce qu'on appelle des super PAC. C'est-à-dire des fonds qui ont été donnés à la campagne de Cuomo. Ils ont inondé les ondes de télévision de publicité, comme ça se fait ici. C'était vraiment des publicités ignobles, hein, où on voyait Zoran Mamdani en intelligence artificielle qui faisait peur à des enfants à Halloween, parce qu'on était en plein Halloween. On voyait New York sous Zoran Mamdani, dans une forme d'apocalypse, quoi, où tout brûlait, où il y avait des gens qui venaient à New York et qui ne devaient pas y être, etc. Bon, c'était très dur, et puis surtout les courbes allaient se rapprocher. Il faut savoir que quand même le matin même, on avait un sondage qui disait que Cuomo n'était plus qu'à 6 points. Donc on nous disait qu'il y avait vraiment une dynamique Cuomo. Donc quand même, c'était un énorme soulagement lorsqu'on a vu que Zoran gagnait. Donc très très tôt, on nous a dit que Zoran avait gagné. Le grand suspense de la soirée, c'était est-ce qu'il allait être au-dessus des 50%? Bon, alors il y est, tout juste, mais c'était ça, donc le grand suspense de la soirée. Et donc, pour moi, c'est vraiment une victoire historique, hein. C'est une victoire contre l'establishment démocrate, contre les républicains. Contrairement à ce qu'on dit, il faut vraiment pas dire que New York, ça représente pas les États-Unis. Ça représente les États-Unis, c'est même à l'avant-garde de ce qui se passe aux États-Unis, ça concentre toutes les inégalités. Et New York, dans les 20 dernières années, c'est là où sont nés tous les mouvements progressistes, hein, qui ont ensuite inondé les États-Unis et puis le monde.
Black Lives Matter, Occupy, les camps pour la Palestine, par exemple. Donc vraiment, les mouvements de gauche, ils partent d'ici. Et donc, il y a tout à espérer qu'il y ait une influence non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde de l'élection de Zoran Mamdani, qui pour moi, vraiment, c'est l'élection historique de mardi. Bon, Claire, quand même, dis-nous, comment toi, tu as réagi ? Non, j'étais vraiment très heureuse de voir que c'était fait et que c'était réel, surtout parce que effectivement, je rejoins Tristan, c'est le mot de soulagement qu'il a donné, c'est qu'à la fin, quand on nous annonce une victoire depuis des mois, enfin des semaines, puisque justement il partait de loin, et que finalement on voit les sondages de plus en plus se resserrer, surtout des sondages qui ne sont que très peu fiables sur les élections américaines par ailleurs, en tout cas pas du tout avec la fiabilité que l'on connaît de nos sondages en France et en Europe plus particulièrement. Donc oui, il y a le côté, ça y est, c'est réel, c'est effectivement une grande victoire. Et c'est aussi une grande victoire pour l'aile gauche du Parti démocrate et donc DSA, et de se dire que voilà, il y a des responsabilités qui vont être prises, notamment New York, et effectivement c'est la ville-monde par excellence, et donc de se dire qu'on va avoir un laboratoire aussi réel de cette politique qui va être à l'avant-garde de la démonstration de ce que peut faire, non pas une politique radicale, parce qu'on va y venir, je ne la crois pas radicale, mais en tout cas une politique choisie et radicale, par contre, pour le Parti démocrate en tant que tel. Alors, on va y venir sur cette question de laboratoire politique pour le reste des États-Unis, mais avant, il serait quand même intéressant parce que, évidemment, Donald Trump a réagi très rapidement à la victoire de Zoran en laissant planer des menaces plus ou moins explicites. Il a dit, je cite, « Nous allons nous en occuper ». C'est quand même pas... C'est à la fois implicite, mais en même temps, il parle un petit peu comme s'il allait, je sais pas, comme un parent violent qui va punir son enfant. Les pro-MAGA appellent de leur côté à ce que l'État fédéral coupe les vivres de la ville de New York, en représailles au fait d'avoir élu un maire socialiste. On dirait que, dès le départ, le mandat de Mamdani, ça va pas être une partie de plaisir. Et surtout, moi, la question qui me vient, du coup, c'est dans quelle mesure il peut être empêché par l'administration Trump d'appliquer son programme, Claire ? Oui, alors c'est sûr que, tu le disais en introduction, le mandat ne va pas être simple. Et Tristan le mentionnait, il y a effectivement d'une partie, évidemment, les républicains, avec Trump en particulier, et ensuite les démocrates aussi en interne. Donc pour reprendre quand même le principal adversaire, c'est-à-dire Trump, c'est quand même un échec pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis Mamdani sur une plateforme. Et c'est lui qui a attiré l'attention en disant « je suis contre cette élection et il faut voter en plus dans les derniers jours expressément et publiquement avec force pour Cuomo ». Donc il s'est exposé et d'ailleurs il a dit, il a essayé de repeindre un peu cet échec en disant qu'il ne s'attendait pas à une victoire, mais très clairement dans son camp il est dit que la perte est plus grande alors évidemment pas que Mamdani à New York puisqu'elle était prévisible, mais que la perte est plus grande pour les républicains que ça ne l'était. Si on prend New York en tant que tel, c'est pas la première fois. En février, il y a eu des blocages déjà, des blocages de fonds pour l'immigration. Donc très clairement, c'est des fonds fédéraux qui ont été bloqués à la faveur de la ville de New York. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a existé. En octobre, là, ils ont menacé justement et ils ont gelé aujourd'hui des fonds et des dotations fédérales de 18 milliards, j'ai vu justement, pour la création, c'était du tunnel de l'Hudson, ou en tout cas le projet d'infrastructure. Pourquoi ? Parce que il y avait un risque anticonstitutionnel lié à DEI, donc les lois de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc très clairement, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, en fait, il faut ensuite reprendre le programme de Mamdani. Je pense qu'un des exemples les plus parlants, c'est ce qu'il a pu annoncer sur les loyers, notamment l'encadrement des loyers. Là, la mairie a un pouvoir assez fort. Il y a donc le maire a lui-même un pouvoir assez fort d'encadrement des loyers puisqu'il va fixer les barèmes, lui, annuellement. C'est de son ressort. Ensuite, il va falloir coopérer puisqu'il y a du coup ce qu'il peut faire directement, il y a ce qu'il peut faire en collaboration, notamment aussi avec l'État de New York qui est aujourd'hui gouverné par une démocrate, modérée, mais une gouverneure démocrate. Donc il faut effectivement voir comment elle va se positionner, c'est ça qui va être intéressant. Et puis ensuite, il y a effectivement l'État et voir où est-ce qu'il peut aller. Mais sur les loyers, par exemple, c'est là où la mairie peut avoir un pouvoir fort et l'État un pouvoir plus faible. Sur les transports, par exemple, l'État là, a un pouvoir assez fort de blocage
non pas en tant que politique publique, mais vraiment de blocage. Ils peuvent bloquer des fonds fédéraux extrêmement importants pour la ville de New York, même si les bus, la Metropolitan Transport Authority est sous l'autorité de l'État. La ville donne beaucoup de subventions. Donc voilà, encore une fois, ça va être au cas par cas, en fonction de ce qu'il a en pouvoir direct, indirect, et le pouvoir de blocage et de nuisance des Républicains. Mais ça se regarde au cas par cas, et il a quand même une marge de manœuvre réelle. Ça va pas être simple, mais c'est un jeu politique aussi très clairement qui va s'installer. Ok, Tristan, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, moi je suis d'accord avec tout ce que Claire vient de dire. Juste rappeler quand même que Trump a été très ambigu durant cette campagne. C'est-à-dire que d'un côté, il disait, bon, l'élection de Zoran Mamdani, c'est quelque chose qui va être très positif pour moi parce que moi, jusqu'au midterm, je vais pouvoir dire, regardez, les démocrates, finalement, c'est des socialistes, c'est des communistes. Il ne faut pas voter pour eux, ça va être un épouvantail. Et en même temps, pendant la campagne, il a dit qu'il fallait voter pour Andrew Cuomo. Donc il y avait vraiment eu un message très ambigu. Le New York Times quand même nous révèle ce matin que même si Trump dit donc en public qu'il n'aime pas beaucoup Zoran Mamdani, il dit en privé que c'est un très bon politicien. Donc je crois qu'il est quand même, il sait que là il y a un vrai opposant qui s'est dressé contre lui. Alors c'est pas comme le dit Claire finalement. Le maire de New York, il a très peu de pouvoir, hein, c'est-à-dire il ne sera pas en opposition frontale contre Donald Trump. Par contre, là où Mamdani s'est révélé, c'est qu'il est très bon dans les médias. Il est très bon dans les réseaux sociaux, il est très bon... Voilà, c'est-à-dire il y a 6 mois, personne ne connaissait. Hein. Et donc là, on a vu vraiment quelqu'un il est bon à la télévision, il est bon en débat. Il a pris Trump à partie lors de son discours de victoire. Et donc, moi, je crois que là, il se prépare, voilà, c'est la bataille du récit qui se prépare. C'est-à-dire, Donald Trump, il est très bon dans les médias, il utilise les médias, et en face, il n'y a pas vraiment de réponse. Et là, il y a une réponse. Alors certes, c'est une réponse qui est symbolique, médiatique. Voilà, il n'a pas beaucoup de pouvoir politique, mais même ça peut quand même changer les choses. Donc moi, je crois que Donald Trump, il sait très bien que là, il y a une nouvelle ère aussi qui s'ouvre dans son mandat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens en face de lui qui vont lui répondre et qui ont une audience. Alors justement, puisque tu parles de réponse, c'est vrai que lors du discours, en tout cas, Zoran Mamdani, le soir de sa victoire, n'a pas semblé avoir froid aux yeux lors de son discours de victoire mardi soir. Il a frontalement même répondu aux menaces et tentatives d'intimidation du clan Trump. Dans cette nouvelle ère que nous nous forgerons, nous refuserons de permettre à ceux qui trafiquent la division et la haine de nous opposer les uns aux autres. Dans ce moment d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons à la défense de ceux que nous aimons. Que vous soyez un immigrant, un membre de la communauté trans, une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées d'un poste fédéral, une mère célibataire qui attend toujours que le coût des courses baisse, ou quiconque d'autre avec le dos contre le mur. Votre lutte est aussi la nôtre. Et nous construirons un hôtel de ville qui reste ferme aux côtés des New-Yorkais juifs et ne fléchit pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme. Où plus d'1 million de musulmans savent qu'ils appartiennent. Pas seulement dans les 5 arrondissements de cette ville, mais dans les couloirs du pouvoir. New York ne sera plus une ville où l'on peut faire du trafic d'islamophobie et gagner une élection. Du coup, j'ai envie de me poser la question, est-ce que le nouveau maire de New York, à vous deux, vous paraît déterminé et est capable de tenir un bras de fer avec Donald Trump si celui-ci devait s'engager ? Tu me regardes ? Ouais. Oui, je pense que comme le dit Tristan, c'est une figure forte qui a été élue. Donc effectivement, il n'est que maire de New York en tant que tel, mais c'est une ville-monde encore une fois. Donc c'est peut-être un peu encore une fois simpliste de dire cela parce qu'on le sait tous, mais New York a quand même une résonance sur la scène internationale qui est
très importante, internationale et ensuite intérieure, comme on le disait, parce que je crois foncièrement que c'est un laboratoire, et Tristan le rappelait aussi, dans la naissance des mouvements radicaux, plus ou moins d'ailleurs, de la société civile ou non, qui naissent dans cette ville. Donc oui, très clairement, il a une capacité à s'opposer parce que, un, c'est un symbole, et deux, parce qu'aujourd'hui, il a une colonne vertébrale différente au sein du Parti démocrate, puisque il se revendique effectivement socialiste. Il est de cette mouvance des Bernie Sanders, des Alexandra Ocasio-Cortez, du Squad aussi au niveau du Parlement. Donc de ces élus qui se positionnent très clairement sur un projet radical de gauche par rapport au centre démocrate. C'est d'ailleurs, par exemple, toute l'ambiguïté d'un soutien de Barack Obama, qui l'appelle et qui fait savoir qu'il l'a appelé pour le soutenir, mais qui, publiquement sur les réseaux, ne le dit pas. Ouais. Donc, il a cette capacité, lui, à être plus exposé et à mettre des débats sur la table que les démocrates, au nom d'une politique bipartisane, encore une fois, ne le faisaient pas. Et il a une capacité de porte-parole. C'est-à-dire que, comme le disait Tristan, il est extrêmement bon dans les médias. C'était Facebook à l'ère Obama, c'était effectivement Twitter pour Trump. Et bien là, il est très fort aussi sur TikTok, sur Insta, etc. Et il a une vraie capacité à porter ses messages au-delà de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'utilise lui-même et ce qu'il représente, donc d'origine indienne, ougandaise, etc., naturalisé américain, pour raconter son histoire, parler des autres et porter un projet politique lié à tout ça. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. Tristan, toi, de ton côté, j'ai envie de te demander, est-ce que Zoran Mamdani conçoit lui-même son programme comme un potentiel laboratoire à potentiellement, s'il arrivait à appliquer son programme, à répliquer dans l'ensemble des États-Unis? Et dans le même temps, quelle est la stratégie politique de Zoran Mamdani? Est-ce que la mairie de New York, c'est un tremplin vers des strates plus élevées, par exemple la présidence des États-Unis? Comment tu analyses ça, toi, Tristan? Ouais, alors ce que l'on sait, c'est que, alors on dit souvent, voilà, que New York c'est quelque chose d'assez spécial, que ça ne représente pas les États-Unis. Ce que l'on sait, c'est que les propositions que Zoran met sur la table ici à New York, donc l'encadrement des loyers, les crèches gratuites et puis les transports gratuits, sont des propositions qui ont une majorité d'approbation dans la population américaine. La seule proposition qu'il a et qui n'a pas de majorité d'approbation dans la population américaine, c'est le salaire minimum à $30. C'est 49%. Bon, moi je crois que c'est parce que beaucoup d'Américains aussi n'ont pas compris à quel point il était très difficile, très coûteux de vivre à New York. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que vraiment ces mesures, elles sont très populaires dans la société américaine. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que son discours de victoire, il était quand même très conflictuel. Il était contre Cuomo et contre Trump. Il a quand même dit très clairement. Il a dit très clairement à Cuomo, je te souhaite le meilleur dans ta vie personnelle, mais j'espère que je n'aurai plus jamais à prononcer ton prénom ou à prononcer ton nom. Même chose avec Trump. Trump, turn up the volume, mets le son parce que je sais que tu écoutes. Donc c'était quelque chose de vraiment très conflictuel. Maintenant, le futur pour lui, il y a quelque chose qui est réglé, c'est qu'il ne peut pas se présenter à la présidentielle. Il ne peut pas se présenter à la présidentielle parce qu'il n'est pas né américain, il n'est pas né sur le sol américain, il a été naturalisé. Donc ça, c'est impossible pour lui. Je pense que ça rend son opposition à Trump d'autant plus authentique. Ouais. C'est que lui, il va pas pouvoir se présenter. Lui, il va être le visage d'un nouveau mouvement avec une politique locale. Bon, alors bien évidemment qu'il y a une résonance globale, mais une politique locale. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qu'il fait là. C'est-à-dire que le lendemain de la victoire, ils ont lancé un mouvement, un peu comme Our Revolution pour Bernie Sanders. Ils lancent un mouvement qui s'appelle Our Time, et qui est complètement détaché du Parti démocrate, qui est complètement détaché aussi des DSA, et qui est juste un mouvement, voilà, de soutien à son administration, parce qu'il l'a bien dit durant le discours de victoire, j'aurai besoin de votre soutien, et surtout j'aurai besoin que vous me keep on track, que vous me gardez sur la ligne que j'ai décidé. Donc voilà, ça va être une figure médiatique. Son avenir politique, il est finalement assez limité. Il pourra bien évidemment devenir sénateur s'il a envie, etc. Moi, je crois que le but de Zoran, c'est quelque chose c'est bien sûr sur le long terme, mais je crois que Zoran,
c'est pas quelqu'un qui s'inscrit dans une carrière comme ça individuelle. Je pense que le terrain de Zoran, c'est le terrain des idées. C'est le terrain des possibilités. C'est comme ça qu'il a fait toute sa carrière, finalement, quand il s'est engagé voilà, au DSA il y a une dizaine d'années. Bon, c'est vraiment sur le long terme et c'est vraiment sur le terrain des idées. Toi, Claire, est-ce que c'est toi tout à l'heure qui a la première à utiliser le terme laboratoire pour parler de ce que le New York de Mamdani pourrait être à l'échelle des États-Unis? Est-ce que tu penses du coup que ce New York-là, la politique de Mamdani, peut avoir une résonance plus globale à l'échelle des États-Unis? Oui, souvent, effectivement, on a tendance à dire que, effectivement, New York, c'est spécial. Tu le rappelais, Tristan. On dit aussi que, c'est Blue State, c'est normal, ça vote bleu, et qu'en fait, la victoire était logique. C'est vrai, la victoire était logique, mais elle n'était pas logique pour quelqu'un qui se dit socialiste. En plus, il était face à un autre démocrate. Exactement, donc aussi par rapport à ce que ça représente sur le Parti démocrate, et par rapport d'ailleurs au futur de sa carrière. Pour moi, même s'il crée son mouvement justement en dehors des DSA, donc des socialistes démocrates, mais aussi du Parti démocrate en tant que tel, c'est aussi, et presque j'ai envie de dire, surtout pour jouer un rôle justement dans ce Parti démocrate. Et c'est en ça que ça peut être le laboratoire pour moi, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est que là on voit qu'il dans les idées dont on parle, il arrête en fait de beaucoup parler de communauté, ce qu'ont beaucoup fait les démocrates jusque-là, surtout du coup les démocrates modérés, pour organiser leur campagne. Là il a parlé de coût de la vie, on le sait, c'est vraiment le symbole de sa campagne, donc sur les loyers, sur les transports, sur la gratuité des crèches, on l'a rappelé, en disant en fait, et on en revient finalement à une bataille de classe. Donc on revient à... Mais c'est structurant à mon sens. C'est-à-dire qu'on revient sur un raisonnement de classe et non pas d'individus et de communautés. On se retrouve ensuite les communautés. C'est pour ça qu'il a dit oui, j'ai conscience, parce qu'il parle de service public en fait. Donc il parle de service public et il dit j'ai conscience que pour une femme noire c'est plus compliqué, pour une femme célibataire c'est plus compliqué, pour les trans c'est plus compliqué. Donc il prend l'identité évidemment en externalité négative intégrée du coup dans le service public qui doit réguler ça, mais à la base son sujet c'est la classe sociale. Et à partir de là, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce discours justement aux États-Unis, puisque c'est un petit peu à côté, on a plus l'habitude de l'entendre en Europe bien entendu, et peut-être plus sur la gauche française, mais pour moi c'est en ça que ça peut être le laboratoire New York et la politique de Mamdani. Ok. Alors pour le parti... Oui, vas-y. Si je peux juste dire deux mots, c'est-à-dire que c'est très vrai là, et c'est je pense central, ce que dit Claire, c'est que vraiment il fait réémerger dans le discours politique américain une notion de lutte des classes. Et c'est vrai que lui, il n'a pas du tout mis au centre les identités raciales, ethniques, de genre, etc. Par contre, il les a mis au service de son programme. C'est-à-dire que il n'a pas hésité à faire des vidéos en arabe, en espagnol. Il n'a pas hésité à aller voir dans des quartiers où on votait pas du tout. Tu vois, par exemple, il a fait voter des gens qui votaient pas du tout. Les communautés indiennes, elles votaient pas du tout avant. Les communautés chinoises ne votaient pas du tout avant. Et donc, il a été les voir. Ils ont traduit leur programme. Ils avaient des gens, voilà, de ces communautés qui allaient faire du porte-à-porte, qui ont parlé aux gens. Mais les gens se sont reconnus, non pas à cause de leur identité dans le programme, mais parce ce qu'ils avaient en commun avec les autres. Et ce qu'ils avaient en commun avec les autres, c'était simple, c'était que la vie était trop chère. Et ça touche le hipster blanc de Astoria, mais aussi le chinois qui a un commerce à Chinatown, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il a unifié les gens autour vraiment d'un concept qu'on avait vraiment oublié ici aux États-Unis, c'est-à-dire la lutte contre les puissants, quoi. Donc, et ça, c'était vraiment très nouveau. Alors, pour en venir au Parti démocrate, parce que on vient quand même de voir se jouer un combat fratricide, si on peut dire, entre deux démocrates, dont un qui, en fait, n'a pas accepté sa défaite à la primaire, et donc, comme quoi, la primaire, pour ceux qui, en France, l'espèrent de leur vœu, c'est pas forcément gagné. Le perdant de la primaire, il n'accepte pas toujours le résultat. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Andrew Cuomo a perdu à la primaire contre Mamdani. Il se présente quand même pour être candidat de New York. Il repère encore une fois. Et dans la même nuit, parce qu'on en a beaucoup moins parlé, alors évidemment, Zoran Mamdani a éclipsé un petit peu le reste, forcément, mais on a eu quand même Abigail Spanberger qui a été élu gouverneur de Virginie. On a eu Mickey Sherrill qui a été élu de son côté gouverneur du New Jersey. Dans un premier temps, j'ai envie de demander, est-ce que
c'est le signe d'un renversement du rapport de force entre les démocrates et les républicains. Claire, je commence par toi. Non, pas forcément, puisque effectivement ces victoires étaient attendues quand même. Pareil que pour le référendum de Newsom en Californie, on va y revenir aussi, mais où là peut-être que la bataille avec les républicains était plus directe, dans le sens où c'était un message envoyé, puisque le référendum portait sur le redécoupage des circonscriptions électorales, et donc il a un peu rendu les 5 sièges qui avaient été perdus par la politique de Trump au Texas de redéfinition aussi de la carte électorale, qui donnait en gros facilement les 5 voix aux républicains. Donc en ce sens, le bras de fer a été gagné parce que justement Newsom, et les démocrates n'ont pas l'habitude de jouer avec les règles de Trump, s'est positionné sur le terrain populiste, le même que Trump, en disant voilà, là on va remettre les pendules à l'heure puisqu'on va utiliser les mêmes leviers. Ensuite, du coup, par rapport aux démocrates, parce que je vais aller là-dessus évidemment. Vas-y. Oui, c'est là où on voit que ça va se castagner, puisqu'il y a, on en revient aussi à la vision de classe sociale de Mamdani. Dans le New Jersey d'ailleurs, elle a fait c'est pas très loin de New York, une campagne très axée sur le coût de la vie aussi. C'était moins le cas en Virginie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous le même objectif, d'aller chercher à élargir la base électorale, et c'est ce que disait Tristan tout à l'heure par rapport aux communautés qui ont été recherchées. Je pense encore une fois que le discours là qui va avoir lieu, et c'est même Bannon qui le disait, que l'élection de Mamdani, plus que justement les démocrates modérés, était un danger pour Trump. Pourquoi ? Parce qu'il a été chercher des gens qui ne votaient plus, ou pas d'ailleurs. Et donc c'était exactement la politique trumpiste, justement, et qui avait fait élire Trump. Donc si c'est même Bannon, donc l'ancien conseiller effectivement de Trump, qui le dit, j'ai presque envie de le croire, dans le sens où pour moi c'est l'enjeu du Parti démocrate d'élargir leur base, et dans ce cas-là, effectivement, aujourd'hui ce qu'on voit les plus à même de faire, c'est ce qu'on peut mettre sous une ombrelle un peu large, même s'il y a plus de nuances, de DSA, donc, et DSA c'est effectivement les socialistes démocrates, et c'est pour ça que ça va être... et d'ailleurs, elle s'est déjà exprimée, la gouverneure de Virginie, contre Zohran Mamdani, puisqu'elle a été questionnée, et elle-même a dit qu'elle ne pourrait pas porter une politique qu'en gros, elle qualifiait de populiste. Et c'est là où ça va... Elle a même dit qu'elle voulait plus entendre parler du mot socialiste, que c'est un mot qu'il fallait bannir, etc. Et c'est là où, à mon sens, elle n'a pas fini d'en entendre parler, puisque justement, ça revient sur la scène, et au-delà du terme, puisque ça, encore une fois, ça engage surtout une réalité politique derrière. Oui, effectivement, c'est peut-être en fait plus compliqué qu'on ne le croit pour le Parti démocrate, parce que quand on voit les derniers résultats électoraux, on rappelle qu'ils, dans le même temps, ont vu 3 démocrates gagner des élections, Zohran, Abigail et Mickey. Est-ce que c'est... Abigail et Mickey sont donc 2 quand même démocrates modérés. Est-ce que ça risque d'exacerber les divisions au sein du Parti démocrate entre l'aile gauche et l'aile modérée, division de toute façon déjà exacerbée, on l'a dit, par ce qui s'est passé à New York entre Andrew Cuomo et Mamdani. T'en penses quoi, toi, Tristan ? Est-ce que le Parti démocrate peut se diviser encore plus qu'il ne l'est déjà, ou au contraire, comme peut-être Mickey Sherrill le fait, ça peut peut-être pousser l'aile modérée à être peut-être un peu plus l'attirer vers la gauche, au contraire. Comment tu vois ça, toi, Tristan ? Ouais, ça c'est la question centrale depuis 20 ans dans le Parti démocrate, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont un jour ou l'autre faire un peu leur aggiornamento populiste ou de gauche. Il y a des tensions qui sont énormes entre les différents segments du Parti démocrate. Tu sais, moi, le soir de la victoire de Mamdani, on a eu les discours de Spanberger d'abord et puis de Sherrill après. C'était incroyable parce que c'était vraiment des visions politiques, mais complètement différentes. Spanberger, comme Claire l'a dit, elle est complètement contre Mamdani. D'ailleurs, quand elle était au Congrès, elle voulait faire un groupe anti-squad. Tu sais, le squad, c'était les élus socialistes, en gros, qui sont arrivés dans la foulée de Joe Biden. Elle était complètement contre cette politique. Le discours, c'était incroyable. C'était vraiment un mot croisé du néolibéralisme, quoi. C'était compétition, compétence, il faut être raisonnable, il faut être c'était complètement daté. C'est vraiment l'aile complètement
complètement réac quoi, du Parti démocrate. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre elle et une Trumpiste. Ensuite, tu avais Cheryl. Cheryl, elle, c'était un peu, elle l'a même dit, c'était, moi je veux du capitalisme qui soit moralisé par la vertu individuelle. Tu vois, Wow, elle ça était veut un peu rien entre dire, les ça. deux. Tu vois, bon, ça veut vraiment rien dire, c'était même un peu ridicule. Mais bon, en tout cas, elle penchait, elle commençait à pencher un petit peu du côté de Zoran Mamdani, mais elle a fait une campagne beaucoup plus axée sur le coût de la vie que Spanberger, par exemple. Et puis après, t'avais Zoran qui, lui, bon voilà, très clairement disait, nous, on veut réguler, on veut vraiment une vraie régulation du capitalisme, tu vois. Donc, c'est la grande question, c'est-à-dire dans quelle direction ils vont aller. Il faut savoir que quand même dans les 3 dernières élections qu'on a eues contre Trump, la seule fois où ils ont gagné, c'est quand il y avait un semblant de programme à gauche, c'est-à-dire c'était le programme de Biden qui avait aspiré un peu les propositions de Bernie Sanders. Quand ils font des programmes de centre droit comme Kamala Harris, comme Hillary Clinton, ça ne marche pas. Mais vraiment, la nullité du Parti démocrate, il ne faut pas la sous-estimer. C'est-à-dire ils sont vraiment capables de complètement mettre de côté cette victoire de Mamdani. D'ailleurs, ils le font déjà. Hein, tu sais, ils parlent de la vague bleue. Il y a plein de dirigeants démocrates qui essayent de fondre finalement cette victoire de Mamdani dans un truc beaucoup plus modéré du Parti démocrate ou de l'isoler même. Euh, Moi, je crois qu'ils vont s'engager plutôt dans cette direction. C'est-à-dire, il va falloir canaliser cette victoire, il va falloir la transformer en quelque chose de beaucoup plus modéré. Mais je crois que face à eux, Mamdani, il est d'une autre trempe. Il est d'une autre trempe qu'un Bernie Sanders. Il est d'une autre trempe qu'une AOC. Je crois que c'est le fait qu'il n'a pas grandi ici, en fait. Je crois que c'est le fait qu'il est né à l'étranger. Il apporte quelque chose vraiment de nouveau. Donc, et moi, je peux pas répondre à cette question. Dans quelle direction le Parti démocrate va aller dans les 3, 4 prochaines années? Je crois que tout le monde sait qu'il faut qu'il aille bien évidemment du côté de la gauche et de proposer quelque chose de nouveau pour emporter les gens. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ils ont prouvé vraiment dans les 3 derniers cycles qu'ils sont capables de faire des choix où ils préfèrent perdre plutôt que de gagner avec la gauche. Ouais, Claire, tu veux peut-être répondre à ce que dit Tristan? Non, c'est juste un point. Effectivement, j'espère et je partage son optimisme. J'espère que ce sera le cas, puisque une Ocasio-Cortez, elle a aussi fait beaucoup de chemin pour s'institutionnaliser. Et effectivement, Mamdani, il va avoir la réalité du pouvoir. Et c'est pas pour dire justement qu'il faut être responsable. Mais d'ailleurs, il l'a dit lui-même à son mouvement. Tu le rappelais tout à l'heure. Il faut que vous me gardiez dans le droit chemin, en gros, de notre campagne ensemble, et justement de garder les lignes sur lesquelles il a vraiment été élu. Et ça, chaque personne qui a été en condition de pouvoir le dit, ça les a changés. Justement, ils ont changé de position. Lui-même a déjà évolué, que ce soit sur le thème des prisons, etc. Il s'est plus ou moins soit radicalisé, d'ailleurs soit modéré, peu importe, mais il a évolué dans sa carrière politique. Et c'est justement là aussi où il faut voir comment il s'entoure. Et pour l'instant, ça part plutôt bien, justement. Donc, tout l'enjeu va être là, de garder sa structuration par l'entourage aussi. Et j'espère qu'effectivement, on pourra faire le point sur la politique ambitieuse qu'il aura menée à New York. Oui, mais si je peux juste rajouter Vas-y, toute petite chose, c'est-à-dire que Claire dit, on parle de politique ambitieuse et puis on parle de la gauche radicale. Bon, faut quand même rappeler 2 minutes que le programme de Mamdani, c'est un programme qui est incroyablement modéré, qui est incroyablement timide. C'est-à-dire que le contrôle des loyers, il faut quand même se rappeler que c'est sur ce qu'on appelle les Rent Stabilized Apartments. C'est-à-dire c'est seulement un quart à peu près des appartements à New York. Tu sais, les transports en commun, bon, ça existe dans beaucoup de villes européennes. Les crèches abordables, ça aussi, ça existe dans beaucoup de villes européennes. Et c'est-à-dire, c'est te dire à quel point aux États-Unis, vraiment, le cursus s'est déplacé vraiment beaucoup vers la droite. Et on en est à avoir des mesures vraiment finalement de bon sens. C'est-à-dire, on va essayer d'aider les gens, même de manière assez modérée finalement. Hein. Encore une fois, les loyers, c'est vraiment hors de contrôle ici. Donc, on dit que c'est la gauche radicale, tu vois, on dit que c'est très ambitieux, et c'est vrai que d'un point de vue américain, ça paraît très ambitieux. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez timide et de mon point de vue, vraiment très modéré. Ok, sur ces mots-là, on va pouvoir passer au deuxième sujet de cette émission, parce que
Ça a fait 1 an, mercredi 5 novembre dernier, que Donald Trump a été élu président des États-Unis, après sa large victoire contre Kamala Harris. Aujourd'hui, les États-Unis vivent un des pires shutdowns de ces dernières années, peut-être même le pire. Des vols ont été suspendus, on a toujours des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique ou qui travaillent tout simplement sans salaire. Et Donald Trump en a profité pour tirer à boulet rouge sur les démocrates qu'il qualifie de kamikazes. As you know, we are in the midst of a disastrous Democrat-created government shutdown, and it is Democrat-created, but I don't think they're getting really the blame that they should. That's now officially the longest shutdown in American history. The Democrat radicals in the Senate have shown zero interest in reopening the government, and I don't think they'll act so soon. A lot of people disagree. I've been saying for the last 30 days, we've had 4 or 5 different points. Yes, sir, they're going to get it right now. We should have it done in a day. I've heard that about 4 times. I heard it after Kings. You know, they said I was a king. And I heard it after Kings. I heard it after a couple of other moments in time. And I said, no, I don't believe so. And now I heard it's after the election. I don't believe so. I think they will. I think they're kamikaze pilots. I just got back from Japan. I talked about the kamikaze pilots. I think these guys are kamikaze. They'll take down the country if they have. Donc, le shutdown se poursuit. À qui la faute ? A-t-on même seulement une idée des répercussions politiques que cette situation pourrait avoir sur la classe politique américaine dans son ensemble, Claire ? Oui, alors effectivement, ce shutdown, c'est déjà le plus long de l'histoire des États-Unis, effectivement. On voit en fait que là, le jeu parlementaire est censé être au cœur du débat, ce qui en fait n'est pas le cas, puisque les républicains ne peuvent pas faire un pas et ne disent absolument rien, c'est le cas du speaker Mike Johnson, sans l'aval de Trump. Et donc c'est Trump qui envoie très clairement les directives de la Maison-Blanche et qui pourtant ne reçoit pas les démocrates. Donc déjà sur le jeu de la responsabilité, les sondages le montrent aujourd'hui, l'opinion penche quand même sur une responsabilité républicaine. Bon, par ailleurs, ce qui semble relativement normal, étant donné qu'ils ont les pouvoirs aujourd'hui quand même si, encore une fois, il faut aller chercher, on en parlait la dernière fois, c'est cette voix démocrate au Sénat, mais globalement, ils ont le pouvoir au sein du Parlement, donc de la Chambre des représentants, du Sénat et de la Maison-Blanche. Donc les principaux responsables, en toute logique, c'est eux. Ce qu'on peut voir justement, c'est l'affaiblissement, là, très clairement, continuel, puisque ça a été déjà le cas pendant quelques années, mais spécifiquement sous Trump, du parlementarisme, du coup, et surtout de cette politique bipartisane sur laquelle, normalement, est fondé le fonctionnement du Congrès américain. Puisque là, on voit d'ailleurs que le duo Jeffries-Johnson, donc Jeffries, c'est évidemment le représentant démocrate à la Chambre des représentants, ne fonctionne plus, alors qu'ils s'entendaient plutôt bien, hein, ça a été souvent dit par les articles et par leurs entourages. Ils arrivaient à beaucoup se parler, ils avaient aussi cette foi en commun, etc., etc. Et là, aujourd'hui, ils s'envoient des invectives à coups de conférences de presse tous les deux. Et donc, il y a une rupture du dialogue bipartisan entre les démocrates et les républicains. Ce qui fait qu'il y a une véritable cassure qui s'est rarement vue aussi dans ces dernières années, hein, spécifiquement sous Joe Biden, ça fonctionnait plutôt bien, à la faveur des démocrates, bien entendu, mais voilà, il y avait ce côté bipartisan qui permettait d'ailleurs des politiques très modérées. C'est aussi pour ça qu'on parle de radicalité dès qu'on parle d'un service public, en fait, de ce que nous, on considère comme un service public. Mais effectivement, là, c'est là, pour moi, la conséquence politique qu'il peut y avoir, c'est cet affaiblissement du bipartisanship et donc du fait de la polarisation de la politique, parce que ce qu'on appelle gauche radicale, effectivement, là, prend de la place. Comme pareil, évidemment, c'était le mouvement du Tea Party, etc., dont vient finalement en partie, et on ne revient pas sur le débat qu'on a déjà eu, mais de Trump, et donc des origines de Trump. On a une polarisation de plus en plus qui met à mal le système politique sur lequel est basée aujourd'hui la démocratie, en tout cas parlementaire, mais plus largement la démocratie et les institutions américaines. Tristan, je te pose aussi la question à toi. Quelles conséquences sur la classe politique américaine pourrait avoir ce blocage qui est inédit, d'une longueur inédite et d'une ampleur inédite ? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Claire vient de dire. Ce que je rajouterais, c'est que, voilà, en creux, ce que Claire disait, c'est que ça renforce aussi cette idée du tous pourris, c'est-à-dire que, bon, finalement, ils sont pas là pour nous aider. Moi, quand je parle avec mes amis, c'est exactement l'idée qui revient. C'est-à-dire, ils sont finalement assez proches. Ils ont finalement des idées qui sont très
ils ont plein d'idées en commun, puis ils sont pas capables de s'accorder sur un budget. Donc ça renforce vraiment cette idée, ce grand dégoût du bipartisme, du duopole, comme on dit ici. Et puis Claire disait, oui, alors c'est vrai que les gens finalement blâment plutôt les républicains pour ce shutdown. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que finalement, dans les sondages, ils sont très proches. Ils blâment finalement à quelques pourcentages près aussi bien les démocrates que les républicains. Si tu veux, c'est vraiment, je pense que ça renforce ça renforce cette idée que ces gens-là, c'est tous les mêmes, ils servent les mêmes intérêts et ils ne servent pas le peuple américain. Et voilà, et c'est ce qui explique qu'une figure comme Mamdani puisse émerger, puisque là, on a quand même voilà une droite très extrême, très radicalisée, puis un centre assez modéré qui n'arrive pas à s'entendre. Vraiment, je suis exactement ce que Claire dit. Ça renforce ce dégoût de ce bipartisme, de ce duopole, et ça renforce aussi le fait que voilà, ces deux partis ne travaillent pas pour nous. On a l'impression, effectivement, que comme, justement, ça trahit un petit peu l'extrême polarisation du débat, évidemment, y compris au sein des institutions politiques, donc là, en l'occurrence, le Congrès. On a l'impression qu'en fait, démocrates et républicains se livrent une espèce de guerre d'usure au Congrès. Oui, complètement, tu as raison, parce qu'en fait, ça sclérose aussi au sein même de leur parti. On a beaucoup parlé du Parti démocrate, justement, parce qu'on a des élections avec des personnalités différentes, mais ça tangue aussi, côté républicain, parce que, effectivement, le shutdown, peu importe, effectivement, qui est blâmé in fine, c'est toute la classe politique, tu le disais. Il y a quand même aussi une volonté de voir, pardon, mais c'est quand même le terme qui est utilisé, les vieux dégagés. La Nancy Pelosi, c'est certes démocrate, mais a enfin dit qu'elle ne se représenterait pas. Tout le monde a accueilli quand même avec soulagement cette décision, à 82 ans, je crois, ou même peut-être un peu plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, 82 ans, c'est le minimum. Donc oui, il est temps. Et en fait, au niveau républicain, il y a aussi là des parlementaires qui se disent, bah oui, là, j'ai pas l'étiquette Trump pour me faire réélire en novembre prochain, en novembre 2026. Donc ils commencent aussi à se dire, mais est-ce que on a raison d'être aussi radicaux sur le budget? Est-ce qu'on ne devrait pas donner un peu de queue de crédit et revenir un petit peu sur notre radicalité vis-à-vis des démocrates, justement, pour avoir ces 7 voix et arrêter ce shutdown? Parce que nous, en fait, en circonscription, on se fait attaquer. Donc, très clairement, il y a les démocrates et les républicains qui se livrent effectivement sous la parabole de Trump, et un ras-le-bol des démocrates de se faire marcher dessus. Donc, une guerre d'usure, ça, tu as raison. Mais aussi parce qu'au sein même des partis, ce n'est absolument pas stabilisé. Donc, évidemment un peu plus sous les républicains, mais c'est toujours le cas quand on gouverne. Mais en tout cas, même eux n'étant pas stables sur leurs appuis, ça renforce en fait ce flou entre les deux partis in fine. Tu vois les choses de cette manière-là, toi, Tristan, ou Ouais, je suis complètement d'accord. Et le point central là, dans ce que Claire disait, c'est quand même de rappeler, on parle toujours de la division des démocrates. Alors bon, elle est vraie, elle est là, elle existe. On parle beaucoup moins du fait que les républicains sont aussi très divisés. Ils sont très divisés sur le shutdown, ils sont très divisés sur beaucoup de choses, sur Israël, sur le Big Beautiful Bill. Ils étaient divisés. Là, tu vois, en ce moment, il y a Marjorie Taylor Greene qui fait la tournée des médias où, en gros, elle critique Trump. C'est-à-dire que Marjorie Taylor Greene, c'était quand même une Trumpiste complètement hystérique durant toute la campagne. C'était la fan numéro 1. Et puis là, elle fait la tournée des médias en critiquant l'administration. Donc ça, ils voient bien que ça peut pas tenir comme ça. Ils sont aussi très divisés. Ils sont aussi divisés que les démocrates. Et vraiment, leur coalition, là aussi, elle tient vraiment à un fil. Alors, derrière tout cet enjeu politique, ces guerres parlementaires, on a la situation sociale aux États-Unis qui devient extrêmement préoccupante. On voit dans la presse que des témoignages remontent que de plus en plus d'Américains sont plongés dans une très grande précarité, de plus en plus, devant même recourir aux banques alimentaires pour manger à leur faim, parce qu'ils sont plus payés, parce que ils sont au chômage technique. Quand et comment les États-Unis vont
pouvoir se sortir d'un tel pétrin? Excellente question. Non, mais tu as raison, cette grogne, en plus, elle est basée sur effectivement comment ils peuvent vivre au quotidien. Et puis aussi parce que tu as aussi un climat, on est en novembre, hein, mais c'est bête, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a un climat où Thanksgiving arrive, Noël arrive derrière. Et en fait, les gens, ils veulent retrouver tout simplement leur famille. Et alors évidemment, les avions, on a vu des risques de petits accidents. Beaucoup de suspensions de vol, ouais, etc. Exactement. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir aller retrouver leur famille? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Alors, on ne parle même pas des cadeaux à ce stade, hein, effectivement. On parle de... Est-ce qu'on va pouvoir se voir? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir acheter à dîner pour certains? On peut aussi parler de comment se chauffer quand on habite dans le Exactement. Wisconsin ou dans l'Illinois, quand il fait moins 20 en plein décembre. En fait, là, on est vraiment sur du basico-basique. Encore une fois, on parlait de cantine scolaire la dernière fois. Enfin, il faut imaginer que du coup, votre cantine scolaire, elle ne fonctionne plus. Donc, vous envoyez votre enfant. Bon, alors effectivement, le système est un peu différent aux États-Unis, mais enfin, ça veut dire que vous n'avez pas de solution pour le repas. Et ça veut dire qu'il mange froid, effectivement. Donc, dépendant de la période, ça peut, et de l'état dans lequel vous vivez, ça peut être un peu compliqué. Donc, comment ils vont en sortir? Encore une fois, la solution première, c'est d'un point de vue institutionnel, hein, encore une fois, si on en revient à ça, c'est de voter une loi budgétaire provisoire. Donc ça veut dire qu'il y aurait un accord, encore une fois, là, bipartisan, mais au moins de se dire, voilà, on fait passer, c'est un peu le débat des ordonnances ici, dans une autre mesure, mais peu importe, on ne va pas faire de parallèle qui ne convient pas, mais sincèrement, on se retrouve un petit peu. Ou alors, effectivement, il y a quelque chose qui se détache de ce dont on vient de se parler. Pour moi, c'est un peu moins probable, mais c'est ce qui était arrivé en 2019, hein, par ailleurs. C'est qu'il y avait eu, du coup, un petit groupe de démocrates, un petit groupe de républicains, enfin petit, en tout cas qui avait fait une majorité pour voter le budget en désaccord avec Trump à l'époque à la Maison-Blanche. Enfin, en désaccord. En tout cas... ils avaient pris leur distance. Ou alors, effectivement, il y a un blocage, et là, je suis en incapacité de te répondre sur le fait de combien de temps ça peut durer et comment ils peuvent s'en sortir. Mais on voit que ça devient plus compliqué et que Trump, la radicalité de Trump crée des précédents qui n'ont jamais été vécus. Tristan, comment tu vois les choses, toi? Ouais, et juste pour rajouter, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Claire, mais tu vois, pour rajouter à quel point ça impacte la vie de tous les jours, je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais tu vois, moi j'ai des étudiants qui n'ont plus leur bourse fédérale. Donc ils savent pas s'ils peuvent rester dans les cours. Ici, moi j'habite à Harlem. Moi je vois bien que la queue au centre pour les centres alimentaires, ça augmente parce que les gens n'ont plus leur allocation alimentaire qu'ils avaient avant. Donc tu vois, il y a vraiment des choses qui sont très concrètes, qui impactent la vie de tous les jours. Moi j'ai des amis qui sont des vétérans, des anciens combattants. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être payés. Des gens qui travaillent dans les aéroports. Les gens ils savent pas. Donc les gens, c'est pour ça ils vont plus travailler parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être payés. Donc ça a vraiment un impact qui est vraiment visible dans la vie de tous les jours, qui nous impacte tous à des niveaux différents. Tu vois, moi, si je travaillais dans une université publique, ma vie serait impactée. Moi, j'ai des collègues qui dépendent, dont leur salaire dépend de bourses fédérales. Ils sont impactés aussi. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être payés. Donc, plus ça dure, et puis après, il faut que les choses se remettent en route. Donc, tu vas pas avoir un chèque dès que le gouvernement se remet en route, quoi. Donc ça impacte beaucoup de gens et puis ça vient pendant les fêtes et ça impacte aussi le moral de la société. Ouais. Ma dernière question pour finir cette émission, c'était parce que je l'ai dit en introduction, je l'ai redit tout à l'heure, mais ça fait un an. Hein, ça a fait un an le 5 novembre dernier que Donald Trump a été élu une seconde fois président des États-Unis d'Amérique. Ma question, c'était quel est le bilan quel bilan vous faites de cette première année? Je crois qu'on vient de le faire, non? On vient de le faire. Et en fait, le truc, c'est qu'il a tellement changé les règles du jeu que effectivement, là, on voit des conséquences nouvelles. Et les gens en payent les conséquences. Et je crois qu'effectivement, c'est très directement le bilan qu'on peut en faire. Après, est-ce que justement, ils vont en tirer les enseignements et comprendre qui est le responsable, entre guillemets, de ce que tu disais tout à l'heure, la question que tu posais tout à l'heure, ça reste à voir. Et c'est toute la responsabilité, pour le coup, du Parti démocrate, à mon sens, en tout cas des élus au sens large. Je parle du Parti démocrate parce qu'on est en système bipartisan, évidemment.
mais c'est toute leur responsabilité au-delà des jeux parlementaires, encore une fois, de porter effectivement de vraies propositions pour changer, ne plus changer en fait aux extrémités le système. C'est souvent Bernie Sanders qui dit ça, mais en fait, ce qu'a dit Trump, c'est que le système était cassé. Il le dit souvent, donc il change les règles au lieu du discours démocrate qui est de changer un petit peu aux entournures. En gros, on est sur du réformisme ou du radicalisme, on peut le dire comme ça si on veut. Tristan, toi qui, en tant qu'historien, qui doit sans doute très bien connaître l'histoire du bipartisme américain et des deux seuls ogres de la politique américaine, est-ce que justement, tout à l'heure on parlait des limites justement du bipartisme, est-ce que justement là on n'est pas arrivé à un point de césure où... Là, tout à l'heure, par exemple, toute la semaine en France, on a fait des parallèles entre la France insoumise et Zoran Mamdani. Ouais. Des comparaisons évidemment parfois farfelues, parce que Zoran Mamdani n'a rien à voir avec ni Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en termes de ligne politique, et les États-Unis n'ont rien à voir avec la France. Mais tout de même, à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon a tiré son épingle du jeu en quittant le Parti socialiste. Est-ce que peut-être, à un moment donné, la solution pour l'aile gauche du Parti démocrate, elle viendra peut-être de là, une vraie recomposition de l'échiquier politique américain, par exemple en voyant Mamdani, AOC et toute cette clique dire « Ciao, le Parti démocrate, on va faire notre parti à nous ». Est-ce qu'il y a une recomposition de l'échiquier politique américain ne s'impose pas à l'heure actuelle ? Oui, mais c'est-à-dire que, bon, on a deux partis aux États-Unis, mais c'est deux partis qui ont constamment évolué dans l'histoire. Moi, je rappelle que le Parti démocrate, au début du siècle, c'était quand même un parti complètement raciste, ségrégationniste. Et puis, voilà, il y a eu une période de centre-gauche avec le New Deal qui a continué jusque dans les années 60. Et puis après, une période un peu plus, disons, troisième voie sur Clinton qui continue encore maintenant. Le Parti républicain, c'est la même chose. Le parti de Dick Cheney vient de mourir là, mais c'est le parti de Dick Cheney et le parti de Donald Trump, c'est pas la même chose. Alors moi, je crois que ça va être très difficile de faire émerger une force, si tu veux, un troisième parti dans le système américain. Ça va être très difficile de faire ça. Par contre, ce qui va être possible de faire, c'est de faire ce que Trump a fait, c'est-à-dire alors en citation, prendre en otage le Parti républicain. Il a gagné les primaires haut la main, et puis voilà, il a transformé le Parti républicain en un parti de droite radicale. Et puis tu vois, il y a eu plein de gens qui se sont détachés de lui après. Dick Cheney, il votait plus pour Donald Trump. Liz Cheney, elle votait plus pour Donald Trump. Il se dit même que George W. Bush a voté pour Kamala Harris. Donc voilà, il n'y avait plus rien à voir avec le vieux Parti républicain. Le Parti démocrate, il peut faire la même chose. Il peut être, comme ça, il peut être infiltré. Bon, ça a déjà un peu commencé par l'aile gauche. Il faut quand même rappeler, moi je le dis tout le temps, mais qu'en 2016 et en 2020, ils ont tout fait pour que Bernie Sanders gagne, alors que c'était Bernie Sanders qui allait remporter la primaire. Donc il y a déjà eu des preuves. Que Bernie Sanders perde. Non, c'était juste pour... Oui, voilà, pour que Bernie Sanders perde, alors qu'il devait normalement l'emporter. Et donc voilà, ils ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il y a eu ce processus qui est déjà engendré. Moi, je crois que la meilleure option, disons, pour faire émerger plutôt un mouvement, disons, plus à gauche, ce serait plutôt de prendre le Parti démocrate et de le changer de l'intérieur. Ça n'a pas réussi jusque-là. C'était Bernie Sanders, il a toujours essayé, et aussi ils ont un peu essayé. C'est très, très difficile. Mais ça peut réussir avec des gens qui savent comment le faire. Et puis surtout avec une pression populaire. Il faut quand même rappeler que la majeure partie des Américains, en fait, ils sont contre Donald Trump. La majeure partie des Américains, tu sais, ils sont aussi pour des mesures sociales, des mesures de progrès social. La majeure partie des Américains, ils veulent Medicare for All, ils veulent une santé universelle. Ça, le Parti démocrate et le Parti républicain ne le donnent jamais dans leur programme. Donc il y a vraiment, je crois, une majorité progressiste aux États-Unis. Le problème, c'est que cette majorité, elle est ni représentée institutionnellement, ou alors, comme elle n'est pas représentée institutionnellement dans le Parti démocrate ou le Parti républicain, elle ne va pas voter. Il y a beaucoup de gens qui votent pas. Or, elle est là, elle est mobilisable. C'est ce que Zoran a fait. C'est tout à fait réplicable à l'échelle du pays. Ok. Merci beaucoup tous les deux. Merci beaucoup Claire. Merci. Merci beaucoup Tristan encore pour cette émission. Merci à toi. Très intéressante sur l'actualité politique américaine. Et n'oubliez pas
Et merci à vous, d'abord. Merci d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas de nous soutenir. Le média doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Sur ce, je vous dis à très vite sur les antennes du Média.